symbole parce qu'on découvre pour la première fois du charbon ici dans le Pas-de-Calais. Mais c'est aussi ici qu'on ferme en fait le site pour la dernière fois à l'échelle de l'ensemble du bassin minier en 1990, le 21 décembre exactement. Et c'est un lieu qui pour nous plein de sens, qui est très beau sur l'aspect architecture, etc., mais qui aussi a fait travailler des milliers en fait, d'hommes et de femmes en fait, ici sur le site. Et du coup, pour nous, on a envie que ce soit un lieu qui continue en fait, à vivre, à être dynamique. Et donc, vous connaissez un peu le projet, mais on a décidé en fait, de donner un peu une nouvelle identité. Alors, bien sûr, c'est plus forcément le lieu de travail comme les hommes et les femmes ont pu connaître avant. C'est un lieu en fait, où on a envie de partager, d'échanger. Et on va fêter en fait, cette année les 5 ans de la construction du Mégaphone, qui est la salle de concert que vous avez dû voir en arrivant sur le site. Et au-delà de l'accueil de musiciens, de concerts, etc., ce qu'on veut faire aussi ici, c'est un lieu d'échange et de se souvenir en fait, de cette histoire minière et industrielle. Donc, alors à travers cette programmation, mis à part les concerts, on accueille donc des rendez-vous du patrimoine qui sont programmation, visite, etc. Mais surtout ce site qu'on a intitulé Regard sur le bassin minier. Et je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après je vous laisserai prendre la documentation, etc. En sortant. Mais Regard sur le bassin minier, pourquoi? Et pourquoi cette date-là aussi ce soir? Le Regard sur le bassin minier, ce qu'on souhaitait faire, c'est de permettre en fait aux visiteurs, aux habitants, etc., d'échanger sur ce que c'est le bassin minier, de confronter les différentes visions à travers un film, à travers un débat, à travers un échange, à travers une œuvre, quelle qu'elle soit. Et on a souhaité du coup commencer là ce cycle pour cette saison avec Schwed, parce que déjà c'est un partenaire de longue date, et on est très content d'avoir ce partenariat parce que c'est une histoire, une belle histoire et qui est vraiment un travail de fond aussi, de recherche, d'aller vers les gens et de collecter en fait cette mémoire sur le territoire. Et donc pour nous, ça avait du sens en fait de faire cette première date de ce cycle ici ce soir pour replonger ensemble dans l'histoire de l'association, mais surtout dans le travail de recherche qu'ils ont réalisé avec toutes les personnes qui sont là et que je remercie d'être là ce soir. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais laisser la parole à... Bonsoir à vous, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On est super émus d'être là ce soir parce que c'est un moment qu'on attendait déjà depuis longtemps. C'est la sortie de notre livre. Mais en guise d'introduction, on va faire une présentation de Schwed à deux voix pour vous situer un peu la dynamique et de où elle vient, etc. On est en 2005, on est à Libercourt. Peut-être 2-3 dates pour remonter le décor historique. 2001, on a les 2 tours qui tombent, on sent qu'il se passe des choses dans le monde, mais on n'est pas encore tout à fait impacté. 2004, on a la loi sur le voile, on sent que c'est en train de nous tomber dessus. 2005, on a la loi sur les effets positifs de la colonisation, et on est en train de se dire que c'est pas terrible. 2005, quand même, il y a les révoltes dans tous les quartiers de France. Il y a la France qui est en feu suite au décès de Zineb Ebouna à Paris. Et du coup, nous, à Libercourt, en 2005, nous qui sommes nés à Libercourt, qui avons été baignés dans l'éducation populaire, quand je dis l'éducation populaire des mines, c'est-à-dire tout le tissu associatif qui traînait autour de l'activité ouvrière, club de foot, club de sport, enfin, tout genre, on est vraiment les enfants de l'éducation populaire, et du coup, on a milité dans les années 80 suite à la marche, et il nous semblait être important de réagir parce qu'on perdait nos parents, et on devenait nos parents nous-mêmes. Donc ça nous semblait complètement impossible de rester inerte face à ce qui est en train de nous tomber dessus. Et donc du coup la création de cet asso, elle vient de novembre 2005. Pour vous situer juste un peu au niveau historique comment ça s'inscrit. L'association Schwed, c'est aussi une rencontre entre des filles et aussi des enfants issus de l'immigration, et aussi avec le point commun, c'est qu'on était tous fils de mineurs. L'idée aussi, c'était, même si le petit frère vient de rappeler un peu les grandes dates, aussi typiquement sur Libercourt, c'était aussi une volonté qu'on a toujours eue depuis les années 80, de vouloir nous-mêmes se charger de notre propre évolution, de notre propre organisation, de notre propre association. L'idée, c'était toujours de se dire, on n'a pas envie en gros qu'il y ait des associations qui soient un peu extérieures ou d'autres associations qui viennent nous dire un peu comment on pouvait nous-mêmes s'organiser, comment on pouvait prendre en charge notre propre vie, entre guillemets.
Donc la rencontre entre donc, des sœurs et des frères, comme je disais, issus de l'immigration, mais aussi fils de mineurs, c'était aussi à l'occasion d'événements qui se passaient dans le quartier, notamment lors du mariage ou lors de décès, avec des constats qui étaient un peu partagés par l'ensemble des personnes, mais aussi des gens qui sont dans la salle aujourd'hui, de se dire mais en fait on a tous fait notre vie un peu, mais on se voit de moins en moins, on se voit dans les occasions qui sont des fois heureuses, des fois un peu malheureuses. L'idée c'était aussi au travers de la création de l'association Shfed de créer un endroit, un espace où on pouvait, nous, donc quand je dis nous, c'est les habitants du quartier, pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger, et aussi ce qui était un peu le point commun, c'était de se dire mais on a aussi très peu d'éléments sur ce que nos parents ont vécu en Algérie, en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, peu importe, et pourquoi en gros ils ont traversé la frontière et quand ils sont arrivés, comment ils ont traversé cette frontière et quand ils sont arrivés en France, qu'est-ce qui s'est passé pour eux les premières années, comment ils ont vécu les choses, comment ils ont senti les choses vraiment d'intérieur. Ça c'est des choses qui nous questionnaient mais pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Donc l'idée de l'association du fait aussi, c'était de se dire mais comment on peut aussi, nous, avant que l'ensemble des vieux partent, récolter un peu cette mémoire qu'on avait aussi envie de, que nous-mêmes, on devenait parents, transmettre aussi à nos propres enfants. Donc c'était aussi cette envie, de se rencontrer, de se retrouver, mais aussi de se dire comment on va chercher la mémoire, comment, tant qu'il est encore temps, comment on va la récolter, comment on va aussi s'organiser et pouvoir la retranscrire et pouvoir la communiquer, la transmettre à nos enfants. Donc en 2005, quand on se retrouve autour de cette table et on crée cette association qui s'appelle Shfed, pour la petite histoire, Shfed ça veut dire souviens-toi, donc on était resté souviens-toi, donc on a le CH du STI quand même, et le fait de aider, et dans l'ensemble ça veut dire souviens-toi. On était vraiment parti sur l'idée de la mémoire et on voulait récolter cette mémoire qui est en train de disparaître pour pouvoir la transmettre mieux à nos enfants, c'est ce que je répète ce que dit mon frangin, mais du coup c'était vachement important pour nous de le faire parce qu'on sentait bien qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer autour de nous, il fallait absolument le faire, mais on n'avait pas forcément de méthode ni d'outils. Et la seule façon qu'on avait d'essayer de le faire, c'était de pouvoir ouvrir des espaces suite aux besoins et aux demandes et aux trucs, enfin, en étant en contact avec les habitants. Je pense notamment à la première soirée qu'on avait faite en novembre 2005, quand on a toute la France qui est en train de cramer. Nous on est dans une salle, on écoute la musique traditionnelle, une salle pleine avec nos mamans et nos enfants en train d'écouter les chants traditionnels de notre région d'origine. Et en fait, à chaque fois, on a essayé d'utiliser des outils pour nous rencontrer et puis pour essayer de marquer un peu les esprits, mais aussi pour offrir à l'identité collective un peu le fruit de nos travaux, quoi. Donc à chaque fois qu'on a essayé de monter des choses, que ce soit les objets artistiques, type casque, etc., enfin les trucs un peu plus, enfin ce qu'on a essayé de fabriquer avec les habitants, mais que ce soit les spectacles qu'on a fait avec les enfants, que ce soit le film qu'on a essayé de faire, à chaque fois c'était des outils et des objets de mémoire qu'on s'est fabriqués avec souvent des intervenants, et pour pouvoir l'offrir à l'identité collective. C'était un peu le but de l'assaut, c'est de pouvoir écrire notre histoire nous-mêmes, parce qu'il y a personne qui pouvait l'écrire à notre place, et puis parce qu'en fait, elle n'existe nulle part cette histoire, donc on pouvait devenir complètement schizo à essayer de chercher dans n'importe quel livre, de n'importe quelle bibliothèque. En fait, l'histoire de nos parents n'apparaît nulle part. Et le seul endroit où elle apparaît, c'est un bouquin qui est sorti par la ville de Libercourt, où on parle de nos parents d'une telle manière que, en fait, c'est une violence terrible. Donc, soit on n'apparaît pas, et quand on apparaît, on est très maltraité. Donc du coup, ça nous a renforcé dans l'idée qu'il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire pour nous, et qu'on serait mieux servi que par nous-mêmes. Juste peut-être pour conclure avant de donner la parole à Jessie, juste dire qu'en même temps, je pense ce qui nous rassemble aussi, et c'est pourquoi on avait envie de créer l'asso, c'est pourquoi on avait aussi rassembler les gens, c'était aussi qu'on se rend compte comptablement, on est fiers, enfin moi personnellement je suis fier d'être fils d'immigrés, je suis fier d'être fils de mineurs, et quand même, là aujourd'hui c'était la plus facile parce qu'on a eu des éléments qui ont été récoltés dans le cadre des entretiens et du travail de mémoire qui a été fait, mais aussi je pense qu'on peut être super fiers de nos parents et de la traversée de la vie. Voilà. On va tout refaire, on va recommencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, salutaires tous, et puis aussi salam alaikum aux uns et aux autres. J'arriverai même pas à le dire en polonais, je laisserai les camarades polonais qui savent mieux parler polonais que moi, qui ai perdu mes racines, le faire, ou les camarades algériens qui parlent mieux polonais que les enfants polonais. Donc là, ce soir, la plupart d'entre nous, je pense qu'on est très liés à cette histoire-là. Deuxième élément, et centralement, la recherche est liée à l'immigration algérienne dans cette histoire des mineurs, aux familles de mineurs algériens. La particularité de notre recherche, c'est puisque les mineurs algériens sont effacés de l'histoire locale,
on a eu envie de se serrer les coudes pour aider ensemble à écrire une histoire qui est invisibilisée. Et cette absence nous choque, y compris quand nous, on n'est pas issus de l'immigration algérienne. On porte ce scandale en commun, c'est scandaleux, le traitement qui est fait à l'immigration algérienne, et on pourrait aussi parler de l'immigration marocaine, parce que aussi l'immigration algérienne, marocaine, polonaise et en partie italienne, va être abordée dans le livre. Je ne sais pas si j'arrive à être clair sur cet élément pas si évident que ça. Ce soir, on fait l'honneur aux mineurs algériens, mais aussi on le relie à toutes nos histoires communes, quelles que soient nos origines. Il y a à la fois des douleurs particulières et des douleurs communes, on essaie d'avancer ensemble pour se serrer les coudes. Troisième élément, autour de cette recherche-là, on a dû lutter contre une triple invisibilisation de nos histoires. La première, en France, on méprise et on parle très peu de l'histoire ouvrière en général. Quand on est issu de cette histoire-là, être ouvrier encore aujourd'hui, ou être un héritier du monde ouvrier, c'est faire face à une société qui parle plus de vous, et quand elle en parle négativement. Du coup, c'est un premier élément de cette recherche, parler de l'histoire, et là, des mineurs ouvriers. Deuxième invisibilisation, c'est la place de l'immigration dans l'histoire ouvrière. Parfois, on parle du monde ouvrier, et on oublie de parler des camarades issus de l'immigration. Dans cette invisibilisation de l'histoire des immigrations, la France elle a un problème avec les Arabes. Les Marocains et les Algériens sont particulièrement ignorés sous le coude. Heureusement, grâce à l'association des mineurs marocains que je salue, qui nous font l'honneur d'être là ce soir, toujours pareil, c'est révélateur de ce travail d'alliance des mémoires, de solidarité des mémoires. Grâce aux luttes des mineurs marocains, maintenant on en sait un petit peu plus. Même beaucoup plus, mais un petit peu beaucoup. Enfin. Et pour l'instant, c'est à Schwed qu'on doit ce cadeau qui est fait au bassin minier en général, et puis j'aurais presque envie d'en rajouter une couche à la nation française. Là. Grâce au travail de Schwed, c'est une partie de l'histoire de France, d'ici là, qui s'écrit. Et la troisième invisibilisation, dans cette histoire et ouvrière, et dans cette histoire ouvrière immigrée, c'est la place des femmes. Les mamans, les grands-mères, les tantes, les sœurs. La place des femmes dans cette histoire du monde ouvrier qui est souvent écrite au masculin. Et donc du coup, on a dû se battre par rapport à ça. Alors du coup, précision pour ce soir. On va vous présenter quelques éléments. Ce soir, on va se centrer sur la figure des pères, des hommes mineurs. Il y aura, dans les mois qui viennent, le deuxième tome de cette recherche qui sera consacré à la place de l'immigration dans l'histoire des mines. Ce soir, on va forcément l'aborder, mais on ne va pas se centrer sur cette partie-là, c'est un deuxième livre. Et le troisième livre, on fera l'honneur aux femmes et aux femmes de mineurs, aux mères. Donc ce soir, c'est pas par oubli non plus qu'on se centre sur les pères. Ça va quand je le dis comme ça. On fait un focus sur les pères, c'est le premier livre qui va être sorti. Et puis peut-être le dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est une tension qu'il y a eu dans toute cette recherche et dans l'histoire associative de Schwed, et on pourrait dire d'Enfants pour l'égalité aussi. Cette tension, c'est qu'on est pris en étau entre des sentiments qui s'opposent, des sentiments contradictoires, de la fierté de nos histoires familiales, et parfois de la honte, parce qu'on nous a appris à avoir honte de nous-mêmes, alors que notre histoire elle est belle, mais on ne nous l'a pas transmise comme ça. De la colère et de la révolte contre la brutalité de la vie de nos parents et de nos grands-parents, et puis en même temps, encore une fois, cette fierté où on la trouve belle, leur vie aussi. On lui accorde de la valeur. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais on a été emmerdé régulièrement à la fois pouvoir parler d'une histoire qui est faite de mépris, d'injustice, et à la fois une histoire où elle est faite de beauté, de fierté. Et on est emmerdé là-dessus. Ce qui fait que pas mal de fois, et je le dis ce soir parce que ça va peut-être arriver aussi, aborder des histoires douloureuses, où on a le cœur qui vibre de beauté, mais parfois un cœur aussi qui saigne, ben, il n'est pas rare que dans la recherche, on a eu des moments de tristesse, de larmes qui viennent pour aborder une histoire qui n'est pas facile. Mais en tout cas, c'est aussi ce moment-là où ce soir, on est aussi dans un moment qu'on veut, je disais, un moment de partage. On a envie de se faire des cadeaux et de se mettre de la crème autour de ce processus collectif de réappropriation de nos histoires pour se serrer les coudes, se remonter le moral et dire ce qui va être dit ce soir. Alors, la façon qu'on vous propose de travailler ce soir, on ne va pas vous présenter les résultats du livre.
D'accord, c'est pas une conférence comme d'habitude, il y a un livre qui sort, on va vous présenter les résultats du livre. C'est pas exactement comme ça qu'on a prévu les choses pour cette fois-ci. Il y en aura une autre fois on fera ce travail-là. Ce soir, ce qu'on vous propose de faire, c'est dans un premier temps que chacun d'entre nous partage, fasse un cadeau d'une pépite, d'une chose qu'on a découvert dans le cadre de cette recherche sur la figure de nos pères ou de nos grands-pères qui étaient travailleurs à la mine, qu'on ne savait pas et qui nous a touchés. Et c'est dans le cadre de ce travail collectif de recherche qu'on a pu mener, on a envie de vous partager ces éléments-là de la mémoire. Donc on va d'abord commencer comme ça, partager quelques anecdotes, et ensuite, je réexpliquerai après comment ça va se passer la deuxième partie. On vous propose et on vous invite, pour ceux qui le veulent, à pouvoir à votre tour mettre dans notre pot commun ensemble des bouts de cette mémoire, de cette histoire qu'on essaye de se réapproprier ensemble. Ça va à peu près? Ouais. Je ne sais pas qui veut commencer à partager sa première pépite du coup. Bonsoir. Moi, ma pépite concerne mon père, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques années. J'ai fait pas mal d'interviews avec Jessie, et j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, moi, ça m'a transformée. Et j'ai interrogé souvent mon père en lui demandant, alors raconte-moi ton histoire, raconte-moi, et j'avais voulu. Non, mais n'importe quoi, mais laisse, c'est du passé, etc. Et une bonne fois, il a décidé de me raconter son histoire, et que j'ai pu donc enregistrer. Et il me racontait notamment sa première journée dans la mine. Donc il faut s'imaginer, c'était des paysans, je le dis tout le temps. Moi, avant d'être mineur, mon père était paysan, il vivait à la campagne, de la terre, ses parents aussi, c'était la même chose. Quoique le grand-père, du côté de moi, je ne vais pas refaire l'histoire, mais... Et donc il me racontait sa première journée où on lui dit, il faut descendre. Déjà il descend, il est dans une cage, il ne savait même pas où y aller, et on lui met une espèce de marteau-piqueur. Et il disait, c'est pas possible, il s'occupait des vaches, il s'occupait... et d'un seul coup, il devait se transformer en ouvrier. Et là, je pouvais l'imaginer. C'est ce que je disais, là où j'ai découvert mon père, c'est quand j'ai pu enfin avoir son histoire. J'étais enfin héritière d'un patrimoine immatériel, mon histoire à moi, parce que quand on devient maman, on a envie de transmettre. Ma fille, je lui dis, tiens, quand j'étais petite, je faisais ça, nanana. Mais mon père ni ma mère m'ont jamais dit, je faisais ça. C'était un silence autour de leur histoire. Et donc j'ai appris à connaître mon père, un grand homme, et sa première journée dans la mine, je pouvais l'imaginer. On a refait d'ailleurs, une fois, je l'ai amené ici, et il m'a expliqué, voilà, on allait ici, on travaillait là, on faisait, enfin bref, et j'ai été transformée, ça m'avait beaucoup touchée. Il m'a expliqué aussi les accidents de travail, ces gars qui étaient blessés parfois, et donc on pouvait imaginer la dure réalité de leur activité. C'était poignant. Et le fait de le ramener ici, et là il a été transformé lui aussi, parce que il n'avait pas reconnu du tout la mine, l'entrée qui avait changé. Donc là il y avait plein de vélos, d'un seul coup il y a un parking, enfin bref, c'était intéressant. À moi toute seule. Bonsoir, moi c'est Djelali. J'étais médiateur socioculturel jusqu'au 1er février de cette année à l'association Schfed. Je fais partie des membres fondateurs de l'association Schfed. Moi, ce que je voudrais dire, déjà, le simple fait d'être là aujourd'hui et de parler grâce à vous et surtout aux mineurs qui sont là. Et il y a aussi le fait que le simple plaisir d'être là et de savoir que mon papa a travaillé ici à la Fosse Neuve, c'est déjà un grand pas pour notre histoire. Donc déjà aujourd'hui de pouvoir vous parler ici en tant que fils de mineurs et d'être là, c'est un plaisir. La deuxième chose, c'est un plaisir aussi de pouvoir offrir à nos parents, moi mon papa est décédé, mais pour les parents qui restent, le cadeau qui fait qu'ils parlent d'eux,
parce que quand on dit qu'on est invisibilisé, nos parents sont invisibilisés, à partir du moment où eux sont invisibilisés, nous, on est invisibilisés aussi. La seule chose pour laquelle je reprends, c'est dans le mauvais sens qu'on est visible. Donc nous, c'est la jeunesse, souvent les gens en général, ils sont plus simples avec ils préféraient nos anciens qu'à nous. J'ai jamais compris pourquoi nos anciens étaient préférés à nous. Peut-être parce que nous, on comprenait ce qu'on nous disait, et peut-être pas nos parents, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi, je suis fier d'être ici, d'être sur le lieu de travail de mon papa, et aussi aujourd'hui être fier de pouvoir redonner le cadeau qu'il aurait dû à nos parents mineurs, c'est-à-dire de les visibiliser, mais les visibiliser à la hauteur de ce qu'ils ont été, et non pas de ce qu'on a bien voulu dire d'eux. Les 5 phrases qu'on trouve pour la ville de Libercourt, quand on cherche la seule visibilisation qu'on a de nos parents pour la ville de Libercourt, c'est une insulte que je ne me permettrai pas de répéter ici par respect pour nos anciens, mais ils les ont insultés comme pas possible. Sur 5 phrases qu'on retrouve dans le livre qui parlent d'eux, c'est 5 phrases insultantes. Et aujourd'hui, moi je suis fier d'être ici, de pouvoir rétablir les choses, de pouvoir vous redonner la vraie histoire de nos parents, vous redonner, pas parce qu'on nous a raconté, mais parce qu'on est les premiers concernés et puis que nos parents ont pu parler. La collecte qu'on a fait, c'est des premiers concernés. On a ici Monsieur Boudjomaï, que je remercie d'être parmi nous. M. Boudjomaï, il est là, son histoire elle apparaît, c'est lui qui la raconte, et ça il faut se dire, c'est une fierté, c'est pas quelqu'un qui va nous la... c'est pas ce qu'on retrouve dans le livre, c'est pas quelqu'un qui nous l'a dit, c'est les parents directement, c'est les premiers concernés. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a mis en place l'histoire. Moi, je la connaissais pas jusqu'à ce que je vienne, que la collecte a commencé. Mon histoire, moi, je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai cherché, les 5 phrases, j'ai trouvé 5 phrases insultantes que j'aurais pas pu remettre, même la dire à mes parents ou bien la dire à mes enfants. C'est impossible. Aujourd'hui, on est là, on va vous retransmettre l'histoire. C'est un livre qui sort de l'histoire de nos parents, qui a été raconté par nos parents, et c'est ce qui est très important aujourd'hui. C'est ce qui est très important pour moi et pour nous aussi, pour nous de remettre les choses à leur place. Ce qui concerne une pépite, moi, la pépite, c'est lorsque j'ai commencé mes interviews, mon premier interview pour la radio, parce que je suis aussi animateur radio à Radio Campus, et la première personne que j'ai voulu interviewer, c'était ma maman. Et lorsque je me suis présenté à elle pour lui demander de me raconter un peu l'histoire, elle m'a envoyé balader. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait, mais laisse-moi tranquille, j'ai déjà assez raconté. Je me dis, mais maman, je suis ton fils, je lui dis, qu'est-ce que tu as raconté? Pourquoi tu veux pas m'en dire, tu as raconté à qui? Et c'est là qu'elle me raconte. Du coup, elle me dit, j'en ai déjà parlé à ton neveu, il est déjà là, il n'arrête pas de venir me voir à qui je répète sans cesse les mêmes choses. Donc à un moment, c'est Nanas qui apparaît dans un figuier au pied du terri. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, Nanas, et j'ai la chance que c'est ma maman qui est dedans. Donc la première l'actrice principale. Et donc, quand je viens et que je lui pose ces questions, je lui dis maman, je lui explique le contexte. Toi, j'ai déjà assez raconté, donc je me dis, raconte, pourquoi tu me dis ça? Je me dis à ton neveu qui me raconte à chaque fois. Et donc, à partir de là, je dis, bon, moi maman, je suis ton fils, je veux que tu me racontes, j'en ai besoin, j'ai une émission à faire, il faut que tu me racontes. Elle m'a raconté des choses, j'ai posé des questions, elle m'a répondu. Il y a des questions que j'ai pas voulu lui poser par pudeur, par respect. Et il s'avère que pendant l'année qui s'est écoulée au Saint-Tufet, on a le moment de restitution du film Un figuier au pied du terri. Mais moi, quand on me dit Un figuier au pied du terri, c'était pas. Moi, je me suis dit, ma maman, elle m'a parlé de Naïm, mais il est venu, bon, il a dû lui poser des questions.
Mais non. Il s'avère qu'au moment de la restitution, moi je me suis pris une claque. Je vous jure que j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que c'était on parlait, c'est ma maman qui était là. En fait, le film, enfin, vous l'avez tous vu, c'est ma maman. Donc au moment de la restitution, moi qui pensais que j'allais voir des mineurs et d'autres, ben non, on a pris deux histoires que je remets pas en cause, hein, mais on a repris deux histoires et j'ai retrouvé l'histoire de ma maman en fait. Elle a dit des choses qu'elle m'a pas dites au moment où je l'ai interviewée. Naïm a été plus intelligent à me poser d'autres questions que j'ai pas eu. En fait, mon cadeau il a été là en fait. Ma petite pépite, c'était d'aller chercher un interview auprès d'elle et en fait, j'étais en train de préparer un film dont je ne savais pas qu'il était en train de se préparer. Et au moment de la restitution, je me rends compte qu'on a une histoire. J'ai une histoire. Cette histoire, c'est la vôtre. En fait. Ce qu'elle raconte ma maman, c'est ce qu'elle aurait pu te raconter. À un moment, chacune ici aurait pu raconter ce que ma maman raconte. Mais voilà, c'est mon petit clin d'œil. En tout cas, fier d'être ici, de pouvoir faire plaisir à nos papas et à nos mamans, à nos chibani. Voilà. Moi, c'est pas une pépite, mais c'est plutôt des choses qui ont été dites dans les entretiens, que j'aurais pas du tout pensé, qui m'ont fait un peu réagir, qui m'ont surpris. La première, c'est une grosse partie des papas qu'on a interviewés, en fait, nous disent avoir quitté le pays, pour la plupart, très très jeunes, enfin, et pour certains, à l'âge de 16 ans. Je dis, mais 16 ans, je ne sais pas si chacun d'entre vous pouvez vous imaginer, à l'âge de 16 ans, vous n'êtes pas capable de partir, de changer, de partir de la France, aller vers un autre pays, un pays qui était en plus en guerre avec le pays dans l'humanité, etc. Et puis aussi, on ne parlait pas la langue. Du coup, ça, c'est vraiment une des choses qui m'a dit, à partir à 16 ans, à 16 ans, on joue encore au foot, on joue au bif, je ne sais pas où on joue, mais en tout cas, on passe au pays pour aller voir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, de dire aussi, il y a des anciens qui ont raconté simplement leur trajet. C'est-à-dire du village où ils étaient, aller jusqu'à la capitale pour prendre le bateau, ensuite arriver en France. Il y en a un qui nous racontait par exemple qu'il arrivait par Marseille. On lui avait dit, quand tu arrives à Marseille, et on avait mis ça sur un bout de papier, tu demandes Limercourt, et on va te le dire. Et t'arrivais. Donc il a pris le bateau, il faut imaginer le truc que j'imagine à 16-17 ans, le mec qui arrive à Marseille, il n'a pas payé, vous écrit Limercourt, il squatte à la gare de Marseille, il dit je veux amener Limercourt. Alors il montre le papier et on lui dit ça ne marche pas comme ça, Limercourt. Et voilà. Et une autre personne aussi qui est lui passé par Port-Rente, c'est un peu plus ancien, qui avait pris le bateau à l'époque, la ligne c'était Alger-Port-Rente, dans les périodes orientales. Et il racontait pareil, quand il est arrivé en France, et il a fait la route, il y a une personne, il y a un Français qui lui a dit, écoute, si tu veux, moi je vais faire la route avec toi, je vais t'aider. Et en fait, ils ont dormi ils ont pris le train, et ils disaient toute la nuit, ils ne dormaient pas, ils avaient peur que le mec les jette du train, ou en fait, il n'avait pas du tout confiance dans l'autre, parce qu'il était débarqué, il ne connaissait pas la France, et ben, bref. Du coup, moi, c'est plutôt ça qui m'a plutôt surpris dans les témoignages. Et une autre chose aussi, c'est on est pour la plupart d'entre nous fils de mineurs, et je ne sais pas si vous, enfin en tout cas moi pas trop, mais on se rend compte dans les témoignages que les mineurs, quasiment tous les jours, quand ils prenaient leur musette pour aller au fond, en fait ils disaient peut-être que je ne vais pas revenir, quoi. Du coup, de leur rapport à la mort. Et ça, c'est nous en tant qu'enfants, c'est pas des choses qu'on avait, heureusement, parce que si tous les jours tu dis, en voyant ton père partir, tu dis peut-être qu'il ne va pas revenir, on ne le pensait pas, mais quand tu les entends, c'est quelque chose qui était une dimension que moi j'avais pas trop mesurée en les écoutant quasiment tous dire mais on vivait avec la mort et tous les jours on vivait avec la mort. Ça c'est des choses, voilà, c'est juste 2-3 anecdotes qui m'ont, c'est pas des pépites mais c'est des choses qui m'ont un peu surprise, en tout cas touchée par rapport au témoignage des anciens. Voilà. Moi la pépite que j'avais envie de vous partager, c'est concernant nos papas, évidemment, vous avez bien compris, mais c'était sur leur côté militant. Je m'explique, on nous a toujours fait croire, enfin, quand on était petits, ce qu'on disait, nos parents, ils ont la tête baissée, ils longent les murs, ils vont bosser, ils rentrent, et voilà, on n'entend plus parler. Ils n'avaient pas de conscience ni politique, ni rien du tout, quoi. Et cette recherche, même si on avait des doutes,
elle nous a permis de démontrer complètement le contraire, parce que finalement, quand on cherche un peu et qu'on fouille un peu, et pour la petite histoire quand même, ils ont aidé à libérer le pays, de grâce à leur cotisation et à leur mobilisation ici en France. C'est-à-dire qu'en France, il y avait aussi la lutte, et que la mobilisation des ouvriers algériens, notamment à la contribution de la guerre d'indépendance, elle était énorme. Et ils ont tous contribué, que ce soit financièrement, physiquement, en passant des tracts. Il y avait des assemblées, des réunions dans tous les bistrots où ça militait, où on échangeait des tracts, où ça parlait politique. Et l'histoire de l'indépendance, ils l'ont vécu, on l'a vécu ici, à travers leur chair. Donc ça, c'était un investissement dans lequel ils se sont engagés, mais qui ne nous ont jamais trop dit finalement. On ne nous a jamais trop dit qu'ils avaient contribué. Et puis en fait, en fouillant dans les archives, on se rend compte qu'ils étaient tous cartés à la CGT, ils étaient tous au syndicat, tous. Il n'y en a pas un qui n'avait pas sa carte au syndicat. Même à la CFTC. Ça, on se demande. Mais tout ça pour vous dire que finalement, nous, à Schwed en 2005, ce qui est fort dans cette recherche, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans un processus historique. Il y a nos parents qui ont milité il y a très longtemps pour la guerre d'indépendance, qui ont milité aussi pour les acquis sociaux, parce que malgré tout, les grèves et les grèves des mines, nos parents y étaient tous, de fait de leur participation active au sein de la CGT, donc ils ont contribué à tous nos acquis sociaux, et ça, quand on étudie l'histoire de France, on n'en parle pas du tout, comme s'ils n'avaient jamais rien milité, qu'ils ne savaient pas lire et qu'ils longeaient les murs. Et finalement, on se rend compte que c'est des héros finalement, parce qu'ils arrivent à libérer un pays, ils arrivent à acquérir des nouveaux droits sociaux qui, aujourd'hui, on a du mal à les préserver, même en étant allé à l'école, etc. Et donc, du coup, finalement, c'est des héros, alors qu'on nous les avait décrits comme des gens qui baissaient la tête et qui longeaient les murs. Donc, tout ça, c'est la pépite en or qu'on a trouvée dans toutes nos recherches, que c'était des héros et que Schwed, finalement, s'inscrivait dans la poursuite, parce que s'il y a quelque chose qui nous réunit tous ici à Schwed, c'est qu'on a une difficulté avec l'injustice, quoi. On a du mal, on ne supporte pas l'injustice. On n'a pas supporté, enfin nos aïeux n'ont pas supporté la colonisation, ils s'en sont échappés, on ne supportait pas les conditions de travail, on s'en est occupé. Dans les années 80, les grands frères ont bougé, la marche pour l'égalité, on y était encore déjà. Et 2005, finalement, la création de Schwed, c'est juste l'aboutissement et la suite de tout ce processus. On est des citoyens, des vrais, pas des moitiés, quoi. Et la sensibilité qu'on a à l'injustice, elle est monstrueuse. Du coup, dès qu'il y en a une, on est sensible et on se braque et on y va et on lutte. Et Schwed et toute cette histoire de la recherche, qu'on pratique par nous-mêmes avec nos moyens, ça fait quand même un peu 13 ans qu'on est dessus, quoi. Donc ça fait quand même, avec la résignation et l'acharnement, c'est très à l'image de nos parents et c'est un hommage qu'on leur rend pour aujourd'hui, quoi. J'ai pas de public particulière. Juste un seul regret par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que on n'a peut-être pas assez interviewé de personnes, on s'est peut-être pris un peu tard et que toute la matière de notre histoire a quelque peu disparu. On en a quand même récolté un peu, c'est vrai. Et puis là, je tiens à remercier quand même Jessie et Saïd de l'IFA de nous accompagner, de nous avoir accompagnés. Je dis nous accompagner parce que les travaux ne sont pas finis. Et que c'était un gros travail, pas facile non plus à mener, parce qu'il a fallu aller interviewer les parents, trouver les personnes disponibles aussi pour aller interviewer et décortiquer tout ça. Effectivement, ça n'a pas été facile, c'est pas facile, ça a été un travail c'est un travail de longue haleine, et on sent quand même que bon, la matière elle est là, et que je pense qu'on a raté beaucoup de choses. Énormément de choses, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de gens au préalable, avant nous peut-être, qui auraient pu initier ça au temps de l'activité, pendant qu'ils étaient en train de bosser, nos parents, tout ça et compagnie. Effectivement, peut-être que là, peut-être qu'on aurait pu récupérer de la matière, et peut-être écrire, et ne pas laisser certains écrire l'histoire à notre place. Et voilà, et se rendre compte quand on lit effectivement les quelques lignes dont on parle d'immigration, l'immigration en général, marocaine, algérienne, dans les livres, comme ça a été écrit effectivement. Mais bon, on va dire que c'est peut-être par ignorance, on va les excuser, hein, c'est sûr. C'est vrai que c'est peut-être une insulte à nos parents, c'est aussi une insulte à nous et à toute l'immigration en général ouvrière.
et marocaines et algériennes en particulier. Mais voilà, donc moi mon regret c'est bien ça, c'est peut-être tout ce qu'on a raté à travers l'histoire, quoi. Et notre histoire, l'émigration, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé, qui nous échapperont encore, et il y a des choses dont on ne saura jamais. Moi je dirais que pendant ce travail de recherche, le moment le plus fort pour moi, ça a été lorsqu'on a donné la parole à un ouvrier et qui a mobilisé à lui tout seul toute la soirée. Et je vous dirais que ce jour-là, franchement, moi j'ai vu ses paroles et c'était un régal. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas plus de monde. Il n'y aurait peut-être pas pu y avoir plus de monde, mais franchement, c'est un souvenir pour moi mémorable. Et le fait que quelqu'un comme ça puisse s'exprimer et vous raconter son histoire, son arrivée, les événements qui ont pu se passer à Sidrève et sa déportation en Allemagne, et pouvoir la raconter, et raconter la vie dans les mines, franchement, je dirais que c'était une position de luxe, voilà, de pouvoir entendre quelqu'un parler de son histoire et des mines. Voilà. Voilà. Pour terminer, je dirais qu'ici, ça aussi pour moi c'est un lieu mémorable. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos maisons, les douches, on les a eu tard. Je vais même dire très tard. Donc quand j'étais étudiant, j'avais pas les douches à la maison. Donc juillet-août, il fallait bien se doucher. Et juillet-août, les sports, il n'y en avait plus. Donc effectivement, la pratique du sport, c'était aussi un moyen aussi de pouvoir se doucher. Donc j'ai bien profité des lieux. Donc je venais quasiment toutes les semaines, j'étais là tous les 2 jours, je venais me doucher ici, et la mine était en activité. Je dirais que ça c'était un luxe. Donc plusieurs fois on s'est fait interpeller par le responsable, et je leur ai dit, le jour où vous installerez des douches chez nous, je l'aurais vu ici. Et donc il m'a foutu la paix, il nous a foutu la paix, et je dirais que, j'y suis plus allé la fois où j'ai croisé les mineurs. Alors l'avantage, c'est que quand ils remontaient, ils étaient noirs. Donc noirs, c'est parce qu'ils remontaient, donc je ne les reconnaissais pas. Et malheureusement, j'en ai reconnu un. Et lui aussi t'a reconnu. Et lui aussi m'a reconnu, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était pour moi aussi une position de luxe, d'avoir partagé ces lieux avec les mineurs. Voilà, moi uniquement pour la douche. Je ne vous parle pas de reste. Voilà. Merci. Alors moi du coup l'anecdote, les 2 choses que j'ai donc découvert, parce que du coup moi mon grand-père il est mort en 97, donc il n'était plus là pour pouvoir transmettre et raconter. Et donc c'était aussi en écoutant les autres mineurs encore en vie, ou les autres enfants de mineurs qui connaissaient quelque chose, on a pu redécouvrir une histoire qu'on va donc pouvoir transmettre quand même s'ils sont partis. Mais du coup, moi, une grosse claque que je me suis prise, c'était à quel point, vous savez, quand on dit, il y a je ne sais plus si c'est un proverbe d'Afrique de l'Ouest qui dit un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Elle est magnifique celle-là, souvent elle fait vibrer, etc. Et du coup, on le savait, des anciens, même si c'est des ouvriers ou des femmes d'ouvriers ou des petites gens, pour nous c'est des bibliothèques. Mais comme il y a rarement de micros qui leur est tendu, rarement de culturels ou d'historiens qui viennent leur demander leur avis à ces gens-là, de journalistes qui viennent. En fait, on s'en doute, on en a besoin, on est sûr, parce qu'on a eu des bribes de transmission de leçons de savoir dans les familles, mais c'est des bribes, c'est des petits bouts. Et là, le fait d'avoir pu faire ces entretiens, on s'est rendu compte à quel point, mais qu'est-ce qu'ils savent de choses, qu'est-ce que c'est important ce qu'ils ont et leurs analyses, pas seulement leurs témoignages, leurs analyses. Et ça, du coup, c'était une première claque. La deuxième claque que je me suis pris dans la tronche, c'est 2 témoignages qui se font face, parce qu'on était beaucoup à se demander mais si c'est si violent que ça, la mine, comment ça se fait qu'il y en a qui sont été s'embaucher à la mine. C'est un truc qui est assez compliqué à comprendre et qui nous ont permis de comprendre. Mais il y avait 2 témoignages qui s'opposaient. Il y a des gens qui nous ont dit « Moi, je me suis embauché à la mine pour éviter la guerre. Seconde Guerre mondiale ou d'autres guerres. » D'accord ?
Bon, ça donne une petite idée. Et puis il y a d'autres gens qui ont dit, moi, je me suis embauché dans l'armée pour éviter la mine. Et ça, c'est terrible. Où tu vas mourir. Et ça nous a montré à quel point on est en étau et que l'histoire de nos familles, c'est l'histoire de gens qui doivent faire des choix alors qu'ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre cette idée-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous a enfin moi, qui m'a foutu en l'air, mais en même temps qui m'a permis de comprendre à quel point effectivement c'était donc en fait des militants et des résistants, des gens qui n'ont jamais baissé la tête quand leur vie elle était aussi tellement difficile. Et cette dignité-là, ce côté résistant, parce qu'on se demandait aussi pourquoi, pour rebondir sur ce que tu disais toi, comment que ça se fait qu'on a ce rapport-là au sentiment d'injustice? À chaque fois qu'on voit d'autres gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont aussi issus des familles des mines, on a quelque chose en commun. Il y a un camarade de l'association des travailleurs maghrébins de France, la TMF, quand il était venu à une réunion où il y avait Shfed, Phare pour l'égalité et la MMN, il nous a dit à chaque fois qu'on vient dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on rencontre des familles de mineurs, on est étonnés, quelles que soient vos origines, à quel point vous... Et il a employé une phrase que je redonne. Il a dit « C'est impressionnant à quel point vous êtes le peuple des familles de mineurs ». Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun sur la question de certaines valeurs qu'on peut avoir. Et du coup, quand on écoute le récit des mineurs, bah, évidemment qu'on est obligé d'avoir un rapport à l'injustice. Et ceux qui sont liés à l'histoire coloniale, évidemment que la question le refus de l'injustice ordinaire, à quel point ça fait partie des valeurs qui sont importantes. J'allais dire que parfois, à l'histoire à l'école, on nous raconte des grands noms et des grands hommes ou des grandes dames qui font l'histoire. Et on ne montre pas tous les petits héros ordinaires, tous les combattants et les combattantes. Tous ceux qui, juste sur le fait de vivre et survivre, de travailler, et aussi participer à ces luttes, parce que ça c'est quelque chose qu'on a redécouvert aussi, on nous a beaucoup dit, mais vous savez, sur l'aspect des luttes, bon, les mineurs marocains, maintenant, on sait qu'ils ont lutté. Mais les Algériens, non, eux, ils ont surtout lutté pour l'indépendance, mais pour le reste, l'histoire syndicale, ouvrière, c'est pas trop leur histoire. On nous avait raconté ça, donc on allait peut-être le découvrir, peut-être. Puis effectivement, on découvre qu'ils sont syndiqués comme les autres. Et puis effectivement, on découvre qu'aussi, quand il y avait les grèves, bah, ils en étaient aussi. Que mai 68, il a eu lieu ici aussi, pas qu'à Paris là. À la télé, on va nous parler de mai 68, on va nous parler des étudiants et tout ça. On va pas nous parler de ceux d'ici, de partout, qui ont fait ces luttes-là, de ce mouvement-là, etc. Et puis quand on est tombé sur quelques photos, par exemple de la grande grève de 1963, si je dis pas de conneries, de mémoire, hein, une des dernières, enfin pas une des dernières, mais particulièrement une grande grève des mineurs, et ben quand on regarde les photos, et puis qu'on regarde bien et qu'on s'approche, et ben on en voit des Arabes. Des Marocains, des Algériens, peut-être des Tunisiens, je ne sais pas. Là, on se dit, bah alors, on n'arrête pas de nous dire qu'ils ne sont pas là, en fait, ils étaient là. Ils étaient au cœur de cette histoire de lutte qui est une lutte qui est commune. Et puis peut-être l'autre élément qui me vient, moi, sur ce que j'ai donc appris et découvert là-dedans, c'est... Est-ce que je le dis maintenant ou plus tard ? Cette difficulté, cet enjeu de la fierté là qu'ils pouvaient avoir et en même temps de non-fierté de leur travail. Je ne sais pas si je vais réussir à vous dire, mais il y en a plein qui arrêtaient. À chaque fois qu'ils nous parlaient de leur histoire, systématiquement, par exemple, certains entretiens ils disaient « Ouais, c'est vrai qu'on était fiers de notre boulot, mais c'était un boulot d'esclave. » La métaphore de l'esclavage, quand on sait ce que c'est que la brutalité de l'esclavage vécu par les Noirs d'Afrique, c'est quand même pas une petite, c'est une métaphore qui est assez énorme, brutale, violente. Et du coup, à chaque fois, ils étaient toujours en train de dire une partie dont on est fier d'être ce qu'on est, ce qu'on a fait parce qu'on a réussi à le faire et personne n'aurait pu le faire. Et en même temps, c'est une histoire qui est détestable. Et en même temps, c'est une histoire dont on est fier. Mais c'est une histoire qui est détestable. Je vous le souhaite pas. Et du coup, peut-être qu'on comprend mieux aussi dans nos familles à quel point une partie des messages des parents et des grands-parents sont aussi à nous pousser le cul pour qu'on connaisse pas une vie aussi douloureuse que la nôtre, que ceux qu'ils ont pu avoir. Et du coup, sur ça, je termine sur quelque chose qui est, pour moi, une sorte de leçon de la fidélité à nos parents et à nos grands-parents. Et là, du coup, c'est pas chez les hommes que je vais citer ça, parce que c'est chez ma grand-mère, là, du coup, qui m'avait transmis quelque chose, c'est pas, enfin ça sera dans le livre quand même, mais elle me disait quelque chose depuis que je suis gamin, fais tout ce que tu peux pour pas que tu sois encore que tu connaisses la misère qu'on a connue, pour le dire comme ça.
Et du coup, ça voulait dire quitte ce monde de la misère, ou voire même quitte le monde ouvrier. D'accord? Et en même temps, à chaque fois, elle disait, si jamais tu as le bonheur de faire un pas au-dessus, nous oublie jamais. Oublie jamais d'où tu viens, qui tu es. Deviens pas comme les autres. Ceux qui justement nous ont exploité à la mine, méprisés, etc., etc. Et du coup, nous, on est aussi constitutifs de cette double leçon, de se battre au maximum pour que nos anciens, nos voisins ou nos enfants, ben, ils ont une vie qui s'améliore, mais que jamais le jour où on a un petit bout de soleil qui tombe dans notre vie, et ben qu'on tourne le dos à ceux pour qui il n'y a pas encore le soleil qui est tombé sur la leur, quoi. Et ça, du coup, pour moi, c'est des grosses leçons fortes. Peut-être un truc que j'ai envie de partager avec vous. Au moment où on avait monté l'assaut, l'idée c'était effectivement de prendre le témoignage de nos parents pour l'offrir à l'identité collective. Mais aussi, il y avait un autre champ, enfin, il y avait un autre axe aussi qui était intéressant, qu'on a développé d'ailleurs, je vois Mimi, je lui fais un petit si. Mais après Mimi. C'était de pouvoir emmener des jeunes en Algérie, dans le pays d'origine. Et c'était de pouvoir. Donc du coup, on capte la mémoire de nos parents. Pardon, merci. On capte la parole de nos parents pour pouvoir l'offrir à l'identité collective, et en même temps, on emmène les enfants, des petits-enfants, au pays d'origine. Et on essaie de croiser ça dans une dynamique chouette. C'était ça un peu l'histoire. C'était une idée, on a fait 2 chantiers, on aurait pu en faire beaucoup plus, hein, on pourrait y aller chaque année, hein, quelque part. On est allé que 2 fois, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans cette recherche, on trouvait des témoignages, on entendait des témoignages, ça nous renvoyait à l'histoire, on pouvait le coller avec des faits historiques, etc. Mais quand on allait en Algérie, pour ceux qui ont la chance d'y aller, et moi je suis un fervent, et j'en vois plein dans la salle, pour y retourner souvent, et aussi avoir le même défaut, parce qu'il faut savoir que dans mon village d'origine, ils savent ce qu'on fait ici à Liberco. Ils connaissent aussi Agouria, donc du coup, ils posaient des questions. Et du coup, on ne pouvait pas s'empêcher de leur en poser aussi. Et dans les membres de nos familles qui restaient là-bas, par exemple, il y en a quelques-uns qui étaient venus en France, qui étaient venus 1 année ou 2. Ils ont fait l'ami. C'était pas pour eux, c'était pas donné à chacun. Pour vous dire à quel point, eux, ils avaient des témoignages de gens qui étaient venus ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont travaillé à la mine, d'autres à la briqueterie, enfin, dans les champs, etc. Ils avaient des témoignages tellement durs de la difficulté du monde ouvrier français qu'ils s'en sont rentrés, en fait, qu'ils n'ont pas pu supporter, c'est trop difficile pour eux, en fait. Donc du coup, dans les fratries, souvent, ils étaient 3-4 à venir, puis finalement, il y en a 3 qui rentraient, puis il n'y en a qu'un seul qui restait, parce qu'ils ne pouvaient pas tous y rester, c'était trop compliqué. Et donc, moi, la pépite que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en fait, cette histoire franco-algérienne, elle est tellement longue, elle est douloureuse par certains aspects, mais on est monté très loin dans notre amour, l'un envers l'autre. Et cet amour, il existe encore, et on le retrouve des fois quand on va chercher le témoignage là-bas. Il faut savoir qu'en Algérie, beaucoup de gens parlent français, d'ailleurs, parlent très bien français. On parle mieux français dans certaines régions reculées d'Algérie que dans certaines régions de France. Mieux français, on va dire, en termes de... Et du coup, nos 2 pays se regardent comme un miroir. On s'aime plus. On se tape plus. Mais en réalité, on s'adore. Et il reste des traces là-bas qui sont indémontables. Le décor français, il y est encore, l'ambiance, elle y est encore. Et aujourd'hui, j'ai même entendu des gens là-bas, c'est peut-être pas le cas de chacun, mais qui regrettent presque la présence française. C'est fou, la recherche qui m'ont montré, quoi. Finalement, cette histoire n'est pas terminée, on est encore en train de l'écrire. Et la contribution qu'on vous offre aujourd'hui, celle qu'on vous propose ce soir, c'est encore une histoire qui continue de s'écrire entre nos 2 pays. Voilà. Alors du coup, pour le deuxième temps, on propose maintenant de vous renvoyer le micro. Ce qu'on propose de faire, si ça vous va, en restant dans cette logique d'alliance des mémoires des familles du peuple des mineurs, dans un premier temps, on va privilégier les personnes qui sont issues de familles de mineurs algériens, de contribuer à nous donner des anecdotes ou des pépites de choses qui ont été importantes que vous avez découvertes dans votre propre chemin de la réappropriation de la mémoire, qui s'est peut-être fait avec Schwed, mais qui s'est peut-être fait aussi en dehors, parce que c'est tout un chemin qu'on a tous de se rapproprier des histoires. De commencer dans un premier temps par des personnes qui sont issues donc des familles de mineurs algériens, et puis ensuite familles de mineurs marocains, italiens, français, polonais, enfin d'autres personnes, de raconter des histoires sur
notamment sur la figure des pères. Ça vous va si on procède comme ça? Ouais. Du coup, c'est pas forcément évident de prendre la parole. Je vous propose qu'on se la fasse tranquille, c'est la famille. On essaye, on partage, on se fait des cadeaux ce soir. Ça vient comme ça vient, et puis ensuite le micro il tourne tout doucement. Peut-être une précision, j'ai oublié de le dire. Je vous propose qu'on ne fasse pas un débat sur l'histoire de la mine. Si quelqu'un nous a fait un cadeau d'une anecdote, où moi je peux avoir l'impression qu'elle est, je vais la dire autrement, je suis pas sûr, on va débattre. Non, ce soir on débat pas. On se fait des cadeaux, et écrire l'histoire et être sûr de ce que c'est que la vraie histoire, c'est un autre moment. Ça marche? Ok. Avant qu'on arrive déjà. Bonsoir, c'est Myriam Derwish. Alors, l'histoire de l'Algérie, je l'ai découvert dans les livres d'histoire et mes grands-parents n'ont pas parlé de la guerre d'Algérie, enfin même en même temps, ma grand-mère a du mal à en parler, mais elle m'a beaucoup parlé des Cidrèves. En 2005, la création de Schwed, je crois que c'est en 2008, hein, oui. Voilà. En 2005, donc on rencontre Mahmoud, Aïssa, enfin toute l'équipe, et Mahmoud, je pense que déjà en 2005 avait le projet d'aller en Algérie, donc déjà là, il recrutait un petit peu des jeunes. Donc moi directement, l'idée m'emballait, et en 2008, on est allé en Algérie. Pour ce projet-là, je crois qu'au début, on était quand même une vingtaine de jeunes hyper courtois, tous petits-enfants de mineurs, et le jour du départ, on est parti 4 jeunes. Sur ces 4 jeunes, je crois que j'étais la seule à avoir déjà été en Algérie, mais du coup, pas à Alger, mais de l'autre côté, à Tlemcen. Et on a fait le voyage de Lille jusqu'à Marseille en train, et ensuite la traversée de 24 heures de bateau jusqu'à Alger. Et ça, ma grand-mère me l'a raconté. Donc du coup, c'est vrai que ça, déjà, c'était le premier choc. Ma grand-mère l'a fait pour venir, enfin mes grands-parents l'ont fait pour venir en France, et du coup, là, moi, je fais le même parcours qu'eux, mais en sens inverse. Et donc voilà, ça, c'est mon premier choc. Et le deuxième, du coup, j'ai participé avec Jessie qui est venue, puis Franek, je crois, ouais, Franek, qui sont venus interviewer mon grand-père. Alors je ne sais pas comment a fait Franek, mais à bonjour, il a tapé, il a discuté avec mon grand-père, et voilà, il lui a dit je veux l'histoire de la mine. Donc mon grand-père lui a dit il n'y a pas de problème, tu viens. Et il m'avait dit il faut que tu sois là le jour-là, il y a quelqu'un qui va venir, qui va parler de la mine. Du coup, j'étais un petit peu la traductrice, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais la pépite là, qui me revient en tête, c'est quand mon grand-père racontait, pour lui c'était important le vendredi de pouvoir assister à la prière du Drôle. Et voilà, des fois il travaillait du matin, et donc il ne pouvait pas assister à la prière. Il a rencontré donc un autre monsieur qui parlait très bien le français, et qui connaissait, je crois qu'il était même chef, enfin sous-chef, ce monsieur, et donc il avait fait un deal avec mon grand-père en lui disant tu m'apprends à prier et je demande au chef de te libérer plus tôt. Et donc sur toute l'équipe, si les souvenirs sont bons, je crois que c'était le seul qui partait plus tôt le vendredi pour pouvoir aller prier. Voilà. Du coup... Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Bouhim Abdelkader. Contrairement à beaucoup d'entre vous qui sont nés en France, moi j'ai eu la chance de naître en Algérie, de connaître la guerre d'Algérie, de la voir de vive voix et de visu. Et ensuite, en 1959, la guerre nous a chassés et nous sommes venus, mon père
nous a amenés ici à Libercourt parce que tout simplement, il y avait 3 de ses frères qui étaient déjà et qui étaient binaires. Donc mon père, lui, par rapport à la mine, il avait une pensée toute particulière, il voyait la difficulté de ses frères de travailler à la mine, c'était très dur, etc. Lui, il nous a interdit formellement de travailler à la mine, et lui-même n'a pas travaillé à la mine. Il a travaillé ce qu'on appelait au jour. Donc, que vous dire? Tout simplement, moi, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, à Ostricourt, enfin, Libercourt-Ostricourt. Et par la suite, on est allé à Vitacama. Je tiens à vous préciser que malheureusement pour moi, à 10 ans et demi, j'étais analphabète. Je n'avais pas eu accès à l'école française. Je n'étais pas parmi les nantis, quoi. Tout simplement. Donc, dans mon esprit, venir dans un pays où on ne connaît rien, il m'a fallu apprendre. Tout d'abord, la langue évidemment, et de communication avec les gens. Ce qui m'énervait le plus au début, c'est que les gens me parlaient et je ne comprenais pas. Donc j'ai mis un poids d'honneur à apprendre et à domestiquer cette langue française grâce à l'école. Donc il a fallu que je m'adapte. J'ai eu la chance aussi d'avoir eu des instituteurs et des professeurs qui étaient... J'ai eu la chance, je dis bien, parce que tous les enseignants ne sont pas pareils, vis-à-vis de la communauté étrangère, quelle qu'elle soit. De toute façon, la France est un pays d'immigration, et si on remonte dans le temps, on a eu les Polonais, on a eu les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et nous sommes arrivés les derniers, et c'est nous qui avons pris les coups, comme on dit, à la place des autres. Mais bon, ce que je peux dire, j'encourage justement cette association, parce que moi, je vais vous dire, je ne la connaissais pas du tout, très peu. Et je suis fier de voir que vous avez accompli ce travail, parce qu'il y a du travail. Et je peux vous donner le conseil, c'est qu'il y a encore des gens qui ont de la mémoire. Alors essayez de les voir, essayez de vous faire connaître. Vous manquez de publicité, si je peux m'exprimer. Il faudrait du marketing un peu plus moderne, de façon à ce qu'on vous connaisse mieux et être vu. En publicité, être vu, c'est être connu. Donc faites-vous voir. Essayez de contacter les gens. Il y a des tas de gens qui peuvent nous apprendre beaucoup sur l'immigration. Et ça, je pense qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail. Mais l'immigration algérienne, marocaine, maghrébine, tout à l'heure, monsieur a employé le mot arabe. Je tiens à donner une précision. Nous sommes des maghrébins. Nous sommes musulmans. Nous avons une langue, l'arabe, mais nous ne sommes pas des arabes. C'est ça qui est la différence. Et la population française, avec ses amalgames, un Marocain c'est un arabe, un Algérien c'est un arabe. Non, nous sommes des maghrébins. C'est comme si vous disiez les Belges. Il y a une partie des Belges qui parlent français, ce ne sont pas des Français, ce sont des Belges. Et quand on dit nous sommes musulmans, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les bouddhistes, il y a toutes sortes de religions. Et dans toutes ces religions-là, l'islam, qui est malmené malheureusement, c'est une religion d'amour et de paix, et malheureusement, comme vous voyez les actualités actuellement, ça nous fait mal au cœur de voir qu'on est mal vu à cause de quelques imbéciles qui n'ont rien à voir avec notre religion. Voilà. Maintenant, je laisse la parole aux autres. Je vous dis simplement à votre association, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Non, mais merci. Merci Kader. Kader, il dit qu'il ne connaît pas bien notre association. Il l'a souvent fréquenté. Je crois qu'il doit avoir des trous de mémoire. J'ai été victime d'un AVC. Je crois qu'il doit avoir des petits trous de mémoire parce qu'il a été l'un des premiers à participer à nos manifestations. Oui, mais souvent aujourd'hui, si mon frère ne me l'avait pas dit, je ne savais pas. Ah ouais, donc c'est mon frère qui peut mieux. Il y a quand même de la population. Alors, tu nous as donné une idée, parce que HFED, il n'y a quasiment que des bénévoles, donc
On va essayer de réfléchir entre nous pour créer peut-être un poste de responsable de la communication et marketing. Et si ça t'intéresse, tu seras le bienvenu parce que pour toi c'est vachement important le marketing et je pense que tu arriveras quand même à débrouiller à le faire connaître. Marketing un petit peu, oui. La communication, c'est assez bien. Non, mais déjà je te remercie beaucoup Kader de participer quasiment à toutes nos manifestations parce que tu es venu souvent en fait. Même, je sais pas, tu m'as l'air un peu modeste, mais voilà. On est déjà là, moi, le micro. J'en ai là. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous. Moi, mon père, il a été amené par le maréchal Pétain d'Algérie pour la cultivation des champs et tout ça pour nourrir les Allemands à l'époque. En 1941, il était marié, il venait de se marier. Peut-être 6 mois après, il a été réquisitionné par le maréchal Pétain. Il est resté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Et après, il est revenu en France, ici en France, pour travailler. Il a travaillé à peu près 1 année. Et il est reparti rejoindre sa famille en Algérie. Et après, il est revenu. Il est revenu d'abord lui tout seul. Et après, il a travaillé quelques années. Et en 1956, il est venu nous chercher. Il est venu en famille. Du fait qu'on avait une maison en Algérie. Les Français, l'armée avait tout démonté la maison, ils ont pris le matériel et tout ce qu'il fallait. Donc on s'est retrouvés d'une famille à l'autre. Et on est venu jusqu'à Marseille, de Marseille on a pris le train, jusqu'à Lens. Et en plein mois d'octobre, on est venu comme on était habillés là-bas, en fait. Pas très vêtus, pas chaudement. Et quand on est arrivé à Lens, dans la nationale 43, à Noël-Semence, on est descendu du bus, on avait des claquettes et on avait froid. On est parti jusqu'à où mon père habitait, il avait 2 chambres, 2 pièces en fait, à côté de la mine, et la mine a travaillé 24h/24. Et quand il est pas loin, il y avait l'acheminement du charbon aussi. Et quand il travaillait le jour ou la nuit, la lumière a bougé. En fait, avec la terre a bougé, en fait. On sentait, on voyait que tout bougeait. Et après, on a eu une maison. En fait, les mineurs, ils étaient tous syndiqués, comme vous l'avez dit, hein, parce que la CGT était l'un des plus gros syndicats ici en France pour les ouvriers. Pour rentrer à la mine, il fallait être syndiqué déjà, sinon vous ne rentrez pas à la mine. Et après, avec le syndicat, on avait le droit à tout. On pouvait avoir une maison, on pouvait beaucoup avoir beaucoup de choses. Et de là, on a eu une belle maison. Au départ, on a eu un baraquement. On a habité avec des Polonais, des Italiens et tout ça. On était peut-être les seuls Algériens à habiter avec plusieurs nationalités. Et après, on a eu notre belle maison, on voyait sur l'autre, et on était pareil aussi, on était les seuls Algériens à avoir une maison en 1959. On a eu cette maison. On l'a gardée jusqu'en 1977, on est resté dans cette maison. J'ai eu une enfance à peu près correcte. J'ai fait mes études ici en France. Je ne suis pas un PDG, mais j'étais PDG de ma petite entreprise moi-même. J'ai créé mon entreprise moi-même. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est la retraite. Et je suis tout le temps dans le Pas-de-Calais, je suis fier d'être. Et je vous remercie d'avoir créé cette soirée. Moi je vais profiter comme c'est mon copain aussi et le Hajj s'il te plaît, comme c'est pour vous qu'on est là et c'est pour vous, c'est vos cadeaux, c'est votre cadeau. Est-ce que tu veux bien nous raconter une anecdote de la mine, une histoire de la mine? Tu veux pas? Allez, plus tard, on verra. C'est un terre d'ouvrier. C'est un terre d'ouvrier. Nord-Pas-de-Calais, même malgré son bon place de Côte-de-France, mais c'est Nord-Pas-de-Calais, comme le connaît à notre époque, aussi Beau-Para, on travaille avec Beau-Para. Maintenant, il y a 30 nationalités,
ceux d'immigration qui passent dans cette bassin minier en Nord-Pas-de-Calais. Mais la souffrance, c'est toujours là, c'est toujours existe jusqu'à aujourd'hui, nos jours d'aujourd'hui, 2018, on est en 2018, mais la souffrance des Chibani, je ne vais pas vers les mineurs, parce que les mineurs sont partis, la majorité sont morts. Nous maintenant, on est du Chibani, mais vous êtes fiers de nous, quand les jeunes viennent de prendre la parole, nous aussi on est fiers de vous. On est fiers de vous. Pourquoi? Parce que c'est un mémoire. C'est un mémoire. C'est vrai, il y a quelqu'un de vous qui a dit ça un petit peu trop tard, mais c'est pas trop tard. Parce qu'il n'y a personne qui va faire ce travail-là à notre place. Malgré on est des ouvriers, on est chanceux, il n'y a plus le droit des mineurs, parce que vous savez bien, les mineurs du Maghrébin, on discutait avec le collègue tout à l'heure, Marocains, Algériens, Tunisiens et d'autres, c'est vrai, pas la même solution, pas la même solution des mineurs marocains et algériens, mais la même souffrance. La souffrance, c'était pareil. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'avec les bouquins que vous allez attendre de faire là, c'est un mémoire. Heureusement, vous êtes là pour faire cette bouquin. Et puis, l'association des anciens mineurs aussi, à Maman, ils ont fait 3 avocats, et Saïd pour la Maman, c'est là écrit ces bouquins-là. Nos enfants, ils sont fiers de nous. Nous aussi, on est fiers de nous. Pourquoi? Parce que la fille, tout à l'heure, elle a dit, son père ne voulait pas parler de la misère, donner le travail, etc. Pourquoi? Nous aussi, il y a nos enfants, il y a mes filles, qui est devenue maintenant, elle était infirmière à Nice, il travaillait dans un hôpital à Nice. Il m'a dit, papa, jusqu'à 2005, parce qu'on a fait une démarche à la justice par rapport à les droits des mineurs, etc., par rapport à les avantages en nature. Il m'a dit, papa, pourquoi vous êtes là avec le problème de la justice, etc. Pourquoi vous n'avez pas dit ça avant nous pour savoir pourquoi vous n'avez pas transmis ça? Moi, je l'écoute ma vie. Je peux pas retransmettre mes misères, mes souffrances, avec votre vie, votre retraité. Donc, voilà, c'est ça. Votre papa ne veut pas vous transmettre ces misères-là. Parce qu'on vous laisse tranquille, travailler, pour pas devenir bon nom, pour soit les personnes. En tout cas, merci beaucoup le SLED qui a invité ce sujet-là, qui fait l'ensemble de ce sujet-là, et aussi beaucoup de travail, même si des associations aussi, en général, qui travaillent ensemble pour faire avancer les problèmes des mineurs, parce que les mineurs aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont été beaucoup souffrir aujourd'hui même ici dans notre Pas-de-Calais. Parce que le Nord-Pas-de-Calais, que je le dis toujours, c'est un état dans l'état. Le système minier, c'est un état dans l'état, avec des protocoles. Mais on est en France, quand même, c'est chacun dans sa France. Mais le problème aujourd'hui existe encore. On voit des célibataires aujourd'hui, la cité de Fourrière à côté de Gris, aussi de Carabas, aussi de Valenciennes. Avant, ils ont été mariés, maintenant ils sont devenus célibataires. Ils ont levé un quart, au lieu de 2 quarts, ils ont mis une quart par rapport à la déclaration de revenus des impôts. Voilà le problème aujourd'hui. En 2018, après, ils sont à la justice avec les mines, avec l'Algérien, parce que déjà l'Algérien maintenant qui gère les affaires des mines. Maintenant, le problème il est là. Mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas oublier aussi, on a des ouvriers, nos enfants sont ici, nos vivent ici, on sont des citoyens, malgré tout ce qu'on a bien vécu là sur les médias, etc. C'est rien ici. Mais c'est des cours, c'est déjà excusez-moi le terme, c'est déjà qu'il n'y a rien à voir avec l'islam, même si ce n'est pas dans le même rencontre d'aujourd'hui, mais notre image était salée, était bafouée. Nous, on ne veut pas déjà comme ça qui profite de notre religion. Voilà ce que je veux dire à ce sujet-là. Merci beaucoup.
je me rends compte qu'il y a du temps qui est passé. Comment raconter l'histoire d'une anecdote à une sucrerie ou une pépite? Pareil. Je me remets un petit peu dans l'histoire parce que mes parents sont arrivés aussi en 56, dans les courants, du côté de Noyelles, tout ça. Voilà. Donc c'est la même histoire. Peut-être si ça se trouve, ils étaient voisins, mais on ne sait pas. Moi, j'ai passé au moins 34 années de ma vie à me chasser de ma vie et de mon histoire d'Algérie. Parce que l'Algérie, c'était un truc qu'on ne devait pas faire. C'était la mère qui voulait pas qu'on y aille. Mon père est décédé en 94, en 96, je vais pour honorer sa mémoire parce qu'il s'est rentré à 80. Et là, je monte avec ma mère au village où elle est née, dans un vieux taxi jaune. Et arrivé là-haut, elle me montre, c'est là où je suis né, petite maison avec des murs épais, etc. Et j'ai eu ce sentiment bizarre d'avoir toujours vécu ici, d'avoir toujours connu cet endroit. Et là, j'ai vu sortir de la terre, c'est le côté un petit peu théâtral, un bout de fil. Et du coup, j'ai commencé à tisser ce film. Je me suis rendu compte que l'histoire de mon pays, elle existait, elle était toujours en moi, mais elle a démarré en 96. Et du coup, on en a fait un objet théâtral, puisque depuis plus de 30 ans, on raconte ces histoires et on essaye de tisser ce lien, de sortir ce lien, de tisser. Tout en sachant que mon père, c'était un imam, mais c'était aussi un grand conteur. Et j'ai jamais su démêler dans tous ces films le vrai du faux. Et c'est pas grave, on s'en fout. Il y a un an, pour raconter une histoire, il y a 1 an et demi, je passe à Rennes Pochette, parce que nous, on est toute la région rennaise, et je vais voir le dernier frère de mon père, qui est sur les traces de son grand frère, hein, puisque mon père était l'aîné, et il fait des harliyas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des harliyas, c'est des talismans avec une encre spéciale, et il en fait commerce, et il n'a plus le droit de faire parce que les flics sont venus taper à sa porte, etc. Et puis, je me rends compte que j'ai besoin, et je te rejoins là-dessus, j'ai besoin d'aller chercher cette mémoire. Je me dis, il y a du temps qui est passé, j'ai 52 années aujourd'hui, je suis en train d'essayer d'explorer, de trouver ou découvrir ces histoires-là. Et il me raconte, il est encore vivant, il a plus de 90 ans aujourd'hui, et puis je raconte l'histoire des corons, et exactement la même chose. Il est venu 1 an ou 2, puis il est reparti, il faisait trop froid parce que son grand frère il était complètement mongol, qu'est-ce qu'il foutait là. Et de fil en aiguille, on raconte ceci. Et il me dit, bah ouais, il y a eu parce que lui, il arrive à 17 ans, donc il est arrivé très tôt, il y a eu la guerre, et pendant 4 ans, il a disparu des radars, complètement, on ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas s'il était STO, ou alors il a vécu une aventure amoureuse, on ne sait pas du tout. Mais je rapproche ça au fait que mon père était un grand fabulateur, ou raconteur d'histoire, ou un grand mystère sur cette vie. Mais la seule chose qui était réelle, qui n'était pas mystérieuse, c'est une valise en cuir que son frère avait encore dans sa chambre. Et il m'a dit tout à fait naturellement, ah oui, quand il est parti, il est revenu et la valise, il l'a laissée. Je l'ai, elle est là. Elle était accrochée dans son salon, à côté, avec des photos de lui et de toute la famille là-dedans. C'était pour moi un trésor. Donc j'ai pris en photo cette valise et j'ai récupéré des photos. Et je me dis, nom de Dieu, à 52 années, je suis encore essayé en train de trouver des histoires. Je pense à ces jeunes, profitez, essayez, allez chercher cette histoire parce que c'est ce qui nous construit. Et je découvre la conscience politique de mon père qui disait le Émir Abdelkader, tout ce qu'il a fait, qui revenait sur ces histoires-là qui sont essentielles. L'émir Abdelkader, il a quand même créé la Convention de Genève, on ne sait pas. C'est le premier à avoir traité ses ennemis aussi de la même façon que ses amis. Et mon père, tout ça, l'avait noté, l'avait écrit, il lisait tout ça, et je l'ai découvert à travers son grand frère qui sera peut-être plus là demain. Donc, il faut que vous existez, il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Notre objet, c'est le théâtre, le vôtre, il est sûrement aussi important, mais pour les générations, se construire une conscience politique, c'est l'histoire de France. Cette histoire de nos parents, c'est l'histoire de France. Et on est français, bien évidemment. Madame ? Je ne sais pas si ça va être intéressant ce que je vais dire. Peu importe. C'est un cadeau. Donc on le prend. Faites-vous plaisir. Mon père aussi était ancien mineur. En fait, entre mon père et moi, il y avait 50 ans de différence d'âge. Donc il est arrivé en France en 1920. Il a travaillé, il était mineur de fond. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, on
il sortait de la maison avec son Mosette, avec ses casse-croûtes et tout. Et c'est vrai que c'est un grand, grand manque. Et là, maintenant, entre nous, les frères et sœurs, on se demande mais pourquoi on n'a pas posé des questions à notre papa qui était mineur de fond, pourquoi on n'a pas posé des questions à notre maman, tous les deux, paix à leur âme. On leur a pas posé de questions pour savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui se racontait entre eux. Et donc c'est un manque. C'est bien ce que vous faites, comme disait monsieur, il reste encore des mémoires vivantes, donc il faut aller les exploiter assez vite. Et puis que dire de plus, voilà. S'il n'y a pas de réaction, je voudrais juste réagir à ce que dit Kader tout à l'heure par rapport au fait qu'on soit arrivé les derniers. Ça, c'est quelque chose qui se colporte et qui se dit souvent, on est arrivé les derniers. Effectivement, il y a eu les Belges, les Polonais, les Italiens et ensuite les Algériens. Mais en fait, quand on pépite de la petite histoire et de la recherche, quand on creuse, les Algériens dans le bassin minier, 1906, la catastrophe de Kouria. On remplace les 1000 morts par 1000 Kabyles. Donc des Algériens dans le bassin minier et à Courrières, il y en a depuis longtemps. La cohabitation entre Français et Algériens, elle est vieille, on se connaît. C'est une vieille histoire. On n'est pas arrivé à la semaine dernière. Bien avant encore que 1906. Je suis d'accord. En fait, depuis Louis XIV. On va pas le suivre. Moi, je m'arrête à Courrières, ça me parle plus. C'est fou, on n'est pas là depuis la semaine dernière. C'est ce qu'on nous a essayé de nous faire croire, mais c'est complètement faux. Et ça, c'est une des pépites qu'on a trouvées dans la recherche. L'immigration va dans un pays. La France a connu beaucoup d'immigration, mais il est évident qu'il faut se remémorer quand même que la France était une puissance coloniale comme d'autres. Et donc, il y avait, nous, ce qui nous concerne, c'est l'Algérie. Donc, depuis 1830, quand il y a eu, militairement, ils ont gagné. Ils ont gagné militairement, administrativement, ils se sont installés, etc. Il y avait une certaine condescendance vis-à-vis de la population algérienne des autorités françaises. Mais en 1881, Luc Ferry, qui était un raciste, donc condamnait très durement le peuple algérien. Et c'est pour ça, en fait, que les Algériens, seuls 10% des Algériens à peu près, ceux qui appartenaient à ce que je dirais moi en 40-45 en France on aurait dit des collabos. Donc seuls les enfants des collabos étaient, avaient un enseignement en Algérie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc nous, l'émigration algérienne, elle s'est faite par vague. Mais la grosse vague, ça a été pendant la guerre d'Algérie, plus après la guerre. Donc, mais pourquoi? Pourquoi il y a eu Le Pen dirait une invasion. Mais on a eu un afflux massif d'Algériens, d'ouvriers algériens, parce que tout simplement, quand l'Algérie, surtout je vous parle après la guerre, surtout en 62, quand l'Algérie est devenue indépendante, ce que ne connaissent pas beaucoup de gens, c'est que l'Algérie avait des vivres pour 8 jours. Le gouvernement algérien avait des vivres pour 8 jours. Vous imaginez un pays qui a subi pratiquement 8 ans de guerre, où tous les cadres sont partis, parce que c'était les cadres français. Donc, les Algériens, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec un pays sur le dos à faire fonctionner. Et là, c'était très très difficile. Et la seule façon de pouvoir aider, c'était d'envoyer des ouvriers à l'étranger. Et là, à l'époque, certainement, il y en a parmi vous qui doivent se souvenir que leurs parents envoyaient de l'argent régulièrement en Algérie, parce que c'était ça pour faire vivre la famille. C'est une partie de l'émigration, surtout au départ. Bon, il est évident que maintenant, l'émigration a évolué. Les années 70, nous avons eu un appel du gouvernement français pour se débarrasser un peu,
faut dire ce qui est. On leur donnait un peu d'argent pour rentrer au pays et beaucoup faisaient ce qu'on a appelé le fameux déménagement. Donc, mais à partir de la fin des années 80, surtout l'Algérie est en crise en plus, puisque l'Algérie qui est en crise actuellement à cause du pétrole, du prix du pétrole, mais en 85-86 c'était la même chose. Mais il faut dire que le gouvernement algérien apparemment il aime bien répéter les mêmes erreurs comme les autres gouvernements. Donc l'émigration, notre émigration, elle est ancienne, elle est riche. On a participé au développement de l'économie française. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un monsieur m'a confié. C'était d'origine italienne, un entrepreneur italien de Carmin, M. Vignanti, que Dieu ait son âme maintenant. Mais c'était quelqu'un qui voulait faire de moi absolument un maçon. Bon, j'étais étudiant, j'ai travaillé pour lui, et il me racontait qu'en 1946, la France venait de sortir de la guerre, ils n'avaient pas assez de locomotives. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient 200 Algériens qui tiraient les wagons pour pouvoir les accrocher les heures d'heure, parce qu'ils n'avaient pas assez de locomotives. Vous voyez? Donc, et puis des anecdotes, il y en a plein, on peut rester toute une soirée. Je vais laisser la parole maintenant aux autres, parce que là je monopolise un peu. T'es sûr qu'il y avait que des Algériens qui tiraient? On n'avait pas senti que maintenant on pouvait aussi, d'autres origines, ou des mineurs d'origine française sans origine italienne, aussi partager des anecdotes aussi, ça commence à se faire un petit peu. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des témoignages, des situations, des anecdotes à partager sur la question des témoignages. Voilà, je suis fille de mineur français. Mon père a commencé à travailler à l'âge de 13 ans, parce que bon, à l'époque c'était comme ça, c'était la normalité de la vie, on était mineurs de père en fils. Et puis il y avait quelquefois le papa était décédé, donc il fallait faire vivre le reste de la famille. J'ai une petite anecdote, il est décédé à 52 ans de la silicose. Voilà. Mais je me souviens, j'ai des flashs quand j'étais enfant, je devais avoir 8-10 ans, que les houillères avaient construit des logements à la fosse 8 des Vins, des espèces de... On appelait ça des mille-lunes. Alors c'était fait en tôle, et il y avait eu une vague d'immigration algérienne, je crois, et donc ils étaient logés dans ces demi-lunes derrière la mine. Et je me rappelle au moment des fêtes, que mon père une fois était revenu à la maison avec un plat de couscous, parce qu'il avait été invité pour la fête du mouton, je présume. Et à la maison, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'on n'avait jamais vu de couscous. Alors ma mère, on ne sait pas le manger, parce que c'est des flashs qui me reviennent, et je me rappelle de ces bâtiments, de ces deux villes, je me rappelle de ce plat de couscous. Voilà, c'est des flashs. Mais ça devait remonter en 1952-54. Et bon, ensuite... dans la cité, quand il y a eu une vague aussi de Marocains qui sont arrivés, il y avait une famille marocaine qui était à côté de chez mes parents. Enfin, mon père était décédé. Et le monsieur était arrivé tout seul, et puis il avait beaucoup de problèmes avec la langue. Donc il venait souvent chez ma mère pour téléphoner ou pour l'aider à faire des papiers. Et après, bon, il a amené sa famille. Bon, enfin voilà, mais la barrière de la langue, c'était aussi quelque chose. Parce que j'ai fait des cours d'alphabétisation pendant 15 ans à des dames, enfin maghrébines et des hommes aussi. Et ils me racontaient un peu leur histoire. Et ils disaient qu'au début, quand ils étaient arrivés en France, les houillères donnaient des cours de français, mais c'était uniquement ils apprenaient uniquement les termes techniques de la mine pour pouvoir travailler. Voilà, ça se limitait à ça. Et bon, après, j'ai plein d'histoires aussi qui m'ont raconté, que vous connaissez tous. Voilà. Mais il y avait quand même avant, quand j'étais enfant, une fraternité, une solidarité entre tous les mineurs de toute nationalité. Il n'y avait pas ce racisme comme aujourd'hui.
Je sais qu'ils étaient tous camarades, tous à la CGT. Hein, mon père était aussi dans les luttes collectives, et puis voilà. Mon père était à la CFTC. Ah bon? Il est catholique. C'est parce qu'il ne savait pas. Voilà. Et oui, et c'est bien qu'il y ait des associations pour rappeler la mémoire, parce que moi je ne savais pas que mon père travaillait aussi dur, parce qu'il ne parlait jamais, il ne se plaignait jamais. Et c'est après que j'ai appris, mais je me dis c'est pas possible, il travaillait dur et je ne le savais pas. Et il ne se plaignait pas, et en rentrant il faisait encore le jardin, il y avait les pigeons, il construisait la baraque, c'était... Je ne savais pas que c'était qu'il travaillait aussi dur. Parce qu'il ne se plaignait jamais. Jamais, jamais. Bravo. Donc bonsoir à tous, moi c'est Kevin, j'ai 21 ans. Donc j'ai pas connu les mines. Je suis né en 97 et les fosses avaient déjà fermé en 90. Donc ma pépite à moi en fait c'est ma grand-mère. Elle a juste de parler. Donc grâce à elle, j'ai connu la mine. Son père était mineur, donc mon arrière-grand-père. Moi je suis d'origine polonaise. Kaliski du côté paternel et Ambaniak du côté maternel. Donc mes arrière-grands-parents, il y en a deux qui ont travaillé dans les mines. Les deux autres ont travaillé dans l'industrie sidérurgique. C'est relié, on va dire. Donc moi je suis collectionneur d'objets miniers depuis l'âge de 8 ans. Donc j'ai découvert la mine à peu près vers l'âge de 7 ans, à la fosse de Douanier ici. Je m'en rappelle, quand ils ont mis en marche les marteaux perforateurs, je me suis sauvé en courant. J'ai eu peur, ça m'a marqué ça. Et à partir de là, j'ai commencé à amasser tout type d'objets miniers. Donc tout ce qui est outils, documents aussi. Et moi j'aimerais bien, en fait j'ai un projet, donc il me parcourt la tête depuis quelques années, c'est de faire une grosse exposition sur l'immigration dans les mines. Donc l'immigration polonaise, l'immigration italienne, les Belges, les Maghrébins. Donc voilà, j'aimerais bien concrétiser ça pour peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Et justement, j'aimerais bien rencontrer des associations. Donc je connais déjà l'association des mineurs marocains du Nord. Votre association, je ne connaissais pas, je vais la connaître maintenant en fait. Et voilà, j'aimerais bien vous rencontrer pour mettre ça en place. Je vais en partager une du coup sur la question du racisme, quelque chose qu'on a découvert dans le cadre de la recherche. On a emmerdé à parler du racisme, et d'ailleurs dans les entretiens on l'avait vu avec les mineurs algériens eux-mêmes qui nous disaient ça. On était emmerdé parce que un des plus gros systèmes racistes qu'on connaît s'appelle la colonisation. Donc tous les mineurs algériens ils viennent du plus gros système raciste qui s'appelle la colonisation et donc l'esclavage compris. Du coup on se disait mais comment c'est possible que dans les entretiens, à des moments, quand on leur pose la question du racisme et de la discrimination à la mine, certains nous disaient non, pas trop, non, ça va, non. Puis du coup, on comprenait pas, on fait, bon, ils sont encore en train de nous protéger pour nous dire ce qui s'est passé, etc. Puis nous sûrs qu'ils allaient nous dire des propos racistes, des trucs, ils disaient, ouais, peut-être de temps en temps, il y avait un bougnoul, ceci ou cela, mais eux, c'était un con, lui. Et puis on se dit, il y a un truc qui va pas. Comment c'est possible qu'ils nous disent presque qu'il n'y a pas de discrimination maintenant? Enfin, qu'on n'a pas trop connu les discriminations, alors qu'on sait aussi avec les mineurs marocains, et je garde le suspense un petit peu. Et puis après, il y en a qui commencent à me dire, ouais, si. En fait, le racisme, ça a commencé à arriver, mais un petit peu tard. C'est dans la partie des années 80, c'est par la télé, là. Quand ils ont commencé à tout le temps donner la parole au Front National. Et là, on a commencé à nous traiter de sale arabe et de rentrer chez vous et tout ça. Mais du coup, ils avaient presque l'air de nous dire que c'était arrivé un peu après. D'accord? Donc on se redit, ouais, d'accord, donc ça nous parle bien, parce que là, depuis les années 80, 90, 2000, et puis encore jusqu'à aujourd'hui, du racisme dans les médias, oulala, on entend bien parler. Mais, toujours, alors avant les années 80, comment ça se fait qu'ils nous disent qu'il n'y en avait pas forcément? Et donc, à la fois, oui, il y en avait, mais les formes du racisme n'étaient pas les mêmes. Parce que du coup, dans les entretiens, au bout d'un moment, ils nous disaient, on n'avait pas forcément quelqu'un qui venait avec un discours raciste. Vous, de toute façon, les Arabes, vous êtes des inférieurs, donc c'est pour ça que je te traite comme un chien quand tu viens.
d'accord? Pas forcément cette forme-là. Y compris parce qu'avant les années 80, eh ben, il y avait besoin des travailleurs, et y compris les travailleurs colonisés qui se tapent le sale boulot, etc. Donc il y avait une forme de respect patronal, si vous me permettez de le dire comme ça. Ça marche? Vous comprenez? Je suis un petit peu ironique, mais du coup il y avait un petit peu de ça. Il y avait besoin des travailleurs en bas. Et puis le deuxième élément sur lequel ils nous ont attiré l'attention, c'est qu'ils nous disaient aussi, mais faut que vous vous rendiez compte qu'à la mine, la solidarité, ce n'était pas qu'un mot. C'était un outil professionnel. Si on n'est pas solidaire entre les mineurs à la mine, on risque de mourir.